Bienvenue sur cette vidéo pour la classification périodique des éléments et aujourd'hui on va reprendre toutes les bases essentielles à maîtriser, que ce soit les périodes, les familles, l'électronégativité, le potentiel d'ionisation, bref, on va tout revoir et tout approfondir pour que vous maîtrisiez vraiment tout ce qu'il vous faut pour ce chapitre pour répondre à ces annales, mais aussi réussir les équations de dissociation et vous allez mieux comprendre finalement comment ça fonctionne la chimie. Donc, si on schématise un tableau périodique, il se compose de 7 périodes et de 18 colonnes. Alors, ce qu'il faut entendre par période, c'est tout simplement synonyme de ligne. Donc une période, c'est ça par exemple. Et les colonnes, c'est les familles, donc verticalement. Et on a pour chaque période le même nombre d'énergie n. C'est-à-dire que dans une période, l'élément là, il va avoir le même nombre de couches que l'élément ici. Et l'élément là, dans une colonne, il va avoir le même nombre d'électrons de valence que l'élément-ci. Une colonne, on l'a dit, c'est une famille. Et une famille, ça a les mêmes propriétés chimiques. Or, les propriétés chimiques, elles sont dictées par le nombre d'électrons de valence. Or, comme dans une famille, on a le même nombre d'électrons de valence, ils ont à peu près les mêmes propriétés chimiques. Dans le tableau périodique, nous avons 18 colonnes. Il faut connaître absolument les noms des colonnes, c'est super important. La première, c'est ce qu'on appelle la colonne des alcalins. Alors, alcalin, ça vous dit peut-être quelque chose. Dans les réactions acide-base, qu'on verra en biophysique, on a les acides et on a les bases. Eh bien, une autre manière d'appeler les bases, c'est les alcalins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les alcalins, comme les alcalinotéreux, ils font partie de ce qu'on appelle le bloc S. Parce que dans le tableau périodique, nous avons plusieurs blocs. Nous avons le bloc S, le bloc D, le bloc et le bloc P. Et ici, nous avons le bloc F. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de blocs, déjà, c'est bien évidemment les sous-couches. Les éléments de la colonne des alcalins, les éléments de la première colonne, leur électron de valence, il se situe sur la sous-couche S. Pareil pour les alcalinotéreux, pour la sous-couche D, pour les métaux de transition, et la sous-couche P pour le bloc P. Le bloc P, c'est la famille du carbone, de l'azote, de l'oxygène, et alors, le fluor, on n'appelle pas cette colonne la famille des fluors, on appelle cette colonne la famille des halogènes. Et cette dernière colonne, c'est la colonne des gaz nobles. Et les gaz nobles, c'est super important parce que finalement, c'est avec eux qu'on dicte le fonctionnement du tableau périodique. Parce que dans le tableau périodique, nous avons des éléments qui veulent absolument respecter soit la règle du duet, soit la règle de l'octet. En gros, cette règle-là, c'est pour avoir la configuration électronique la plus stable. Si on prend l'hydrogène, eh bien l'hydrogène, lui, il n'a qu'une envie, c'est de faire une liaison avec un atome pour avoir deux électrons de valence. Parce que l'hydrogène, lui, il n'en a qu'un seul. Or, on a dit, les éléments veulent respecter la règle du duet ou de l'octet. La règle du duet, c'est d'avoir deux électrons de valence. Donc l'hydrogène, elle va vouloir se lier. Par exemple, si on prend le CH4, eh bien, chaque hydrogène est lié avec un électron du carbone, et cette liaison-là, elle permet à l'hydrogène d'avoir deux électrons de valence. Ça, c'est pour l'hydrogène ou pour le sodium, par exemple. Le sodium, lui, s'il perd un électron, il passe par derrière pour devenir un gaz noble, avoir la même configuration qu'un gaz noble. L'oxygène, lui, ou le fluor, eux, ils sont juste à côté. Donc, vous voyez, ils vont pas repartir là pour avoir un gaz noble. Non, eux, ils vont juste, tac, en gagnant un électron. C'est pour ça que les halogènes, cette colonne-là, elle forme des anions monovalents. C'est quoi un anion monovalent? C'est tout simplement un anion chargé négativement. Dans la colonne des halogènes, nous avons le fluor, et en dessous du fluor, nous avons le chlore. Si je vous écris le chlorure de sodium, NaCl, eh bien on sait que le NaCl, ça se décompose en Na+, plus Cl-. Et bien ici, on voit que l'halogène, le chlore, il a gagné un électron. Donc on le note négativement parce qu'un électron c'est négatif. Et donc ça forme un anion monovalent. Et au contraire, le sodium, lui, il a perdu un électron. Et lui, le sodium, il est derrière. Donc le sodium, c'est effectivement un alcalin. J'ai pas représenté toutes les colonnes, mais là ce qu'on va voir c'est comment fonctionne l'électronégativité dans le tableau périodique. Commençons par définir ce qu'est l'électronégativité. C'est la capacité d'un atome à capter un électron. Et cette électronégativité, il faut absolument connaître comment elle varie dans le tableau périodique. Plus on s'approche de la colonne des gaz nobles, plus notre électronégativité augmente. Parce que, on l'a dit, les éléments ils veulent respecter la règle de l'octet. Majoritairement, bon, sauf les premiers qui veulent respecter la règle du duet. Pour respecter la règle de l'octet, si on prend le fluor, encore une fois,
Le fluor, il lui manque qu'un seul électron. Ils sont juste à côté. Le fluor, c'est 7 électrons de valence. Pour ressembler à un gaz noble qui en ont 8, sauf l'hélium qui en a 2, il lui manque un seul électron. Donc il va vouloir à tout prix respecter cette règle et à tout prix arracher un électron quelque part. C'est pour ça que le fluor est l'élément le plus électronégatif du tableau périodique. Et plus on s'éloigne de cette colonne des gaz nobles, moins on est électronégatif. C'est pour ça que le lithium, juste au-dessus du sodium, le lithium, il est très électropositif. Il le donne volontiers, son électron. Comme ça, lui, s'il perd un électron, eh bien il ressemble à l'hélium, puisque le lithium a 3 électrons. S'il en perd un, il en a plus que 2, comme l'hélium, et il respectera la règle du duel. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'électronégativité, elle varie de la gauche vers la droite dans le tableau périodique. Verticalement, alors, eh bien, plus on descend dans le tableau périodique, plus l'électronégativité, elle, diminue. Pourquoi? Si on schématise un atome, c'est composé d'un noyau, et dans ce noyau, on a des protons. Alors on a des neutrons, mais on s'en fiche. Ça, c'est le noyau. Et ensuite, nous avons des couches. Et plus on descend dans le tableau périodique, plus on a de couches. On a dit à chaque période, c'est un numéro de couche en plus. 1, 2, 3, 4. Eh bien, plus on est descendu dans le tableau, plus on va avoir un nombre de couches élevé, plus nos électrons vont être éloignés. Et donc, si nos électrons ils sont loin, c'est difficile de les maintenir près de nous. L'électron là, il est plus facile à garder près de nous. Il y a les protons qui sont là, ils arrivent mieux à exercer leur attraction sur quelque chose de proche que sur quelque chose de très loin. Donc c'est pour ça que l'électronégativité, elle diminue dans le tableau périodique. Ensuite, nous avons le potentiel d'ionisation. Le potentiel d'ionisation, c'est l'énergie à fournir à un élément pour qu'il perde un électron. Si je redessine rapidement un tableau périodique. Tableau périodique, on va le dessiner comme ceci. Dans ce tableau périodique, qu'est-ce qu'on a dit? On a nos alcalins ici, nos halogènes ici, et ici nous avons nos gaz nobles. Le potentiel d'ionisation, c'est la capacité c'est l'énergie à fournir pour qu'un élément perde un électron. Si on prend le Na+, alors non, le Na justement, est-ce que l'énergie à fournir pour que le Na perde un électron, est-ce qu'elle va être élevée ou non? Eh bien non. Le Na, on l'a dit, il va perdre volontiers son électron. Si on met du NaCl en solution, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Le NaCl en solution, il va se dissocier tout seul, spontanément. Pourquoi? Bien parce que, déjà, il y a une différence d'électronégativité énorme entre le chlore et le sodium, mais parce que le sodium, lui, il le cède facilement, son électron. Et au contraire, pour le chlore, on a dit, c'est un halogène. Est-ce que le chlore, il va le céder facilement à son électron? Non, pas du tout. Les halogènes, eux, il leur en manque un seul pour avoir la même configuration qu'un gaz noble. Alors, ils ont vraiment pas envie d'en perdre un. Donc, pour enlever un électron au chlore, il faut vraiment ajouter énormément d'énergie. Donc c'est ça le potentiel d'ionisation. Et alors on a le potentiel de deuxième ionisation, c'est simplement renlever encore un électron. Donc si on reprend pour le sodium par exemple, le sodium Na, son potentiel premier d'ionisation, il est faible. Il ne faut pas beaucoup d'énergie pour retirer un électron au sodium. Par contre, pour retirer un deuxième électron au sodium, donc ici, le Na+, il est ici. Hein. Le Na+, il a perdu un électron, il se retrouve dans la colonne des gaz nobles. Ils ont la même configuration électronique. Mais maintenant, pour enlever un électron au sodium, Na2+, il faut une quantité énorme d'énergie. Le sodium, il a eu ce qu'il voulait, la configuration d'un gaz noble. Il n'a vraiment pas envie de reperdre cette configuration. Donc il n'a vraiment pas envie qu'on lui reprenne un électron. Donc le potentiel d'ionisation, de deuxième ionisation du sodium, il est très élevé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le potentiel d'ionisation, il varie dans le même sens que l'électronégativité. Donc encore une fois, pour les mêmes raisons que l'électronégativité, le potentiel d'ionisation, il varie du bas vers le haut. Plus on descend dans le tableau, plus il diminuera. Parce que, encore une fois, si je dessine un élément et on a énormément de couches autour, eh bien si les électrons ils sont très éloignés, c'est facile pour eux de perdre cet électron. Donc
À retenir, potentiel d'ionisation, il varie dans le même sens que l'électronégativité. On a vu comment varier l'électronégativité, le potentiel d'ionisation. Il faut maintenant connaître comment varie le rayon atomique. Le rayon atomique, il varie de la droite vers la gauche. C'est-à-dire que le lithium, il a un rayon atomique plus grand que le fluor. Et par exemple ici, le brome, il a un rayon atomique plus grand que le fluor. Donc, il varie du haut vers le bas et de la droite vers la gauche. Expliquons comment ça fonctionne. Schématisons un atome. Un atome de lithium, par exemple. Dans un atome de lithium, nous avons 3 protons. Et nous avons 2 couches. Et sur ces 2 couches, nous avons un électron ici. Nous avons un électron de valence pour le lithium. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un proton qui attire un électron. C'est tout le noyau qui attire tous les électrons. C'est-à-dire que ce proton-là, il attire cet électron. Ce proton-là, il attire. Ce proton-là, il attire. Ce qui se passe, c'est que cet électron, il se rapproche. Ok. Maintenant, pour le fluor. Le fluor, lui, c'est 9 protons. Donc, je dessine un noyau. 1, 2, 3, 4, 9. Je vais peut-être dessiner 9, 8 ou 10. Je ne sais pas bien compter. Mais, ce qu'il faut retenir, comprendre plutôt, c'est que le fluor, il a le même nombre de couches que les lithium. Ils sont sur la même période. Donc, n égale 2. Donc, je vais dessiner 2 couches. Et ensuite, nous avons les électrons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9. Et bien ici, ce qui se passe, c'est que tous ces protons-là, ils vont attirer lui, tac, tac, tac. Ils vont attirer lui. En fait, les 9, ils vont attirer à chaque fois chaque électron. Les 9 protons, ils forment 1 pour attirer tous les électrons à chaque fois. Ce qui fait que chaque électron est attiré par 9 protons. Donc, si on est attiré par 9 protons, alors que là, vous voyez que l'électron, il est attiré par 3 protons. Chaque électron ici par 9, ici par 3. Et bien, celui qui est attiré par 9, il va être beaucoup plus proche du noyau. C'est pour ça que le lithium, il a un rayon plus grand que le fluor. Parce que les deux, ils ont le même nombre de couches, mais ici pour le fluor, chaque électron est attiré avec beaucoup plus d'intensité que pour le lithium. Et ensuite, de haut en bas, bon bah ça c'est logique. Pour le brome, on a n qui est égal à 4. Eh bien, n égale 4 pour le brome, on a beaucoup plus de couches. Eh bien, l'électron qui est là, forcément, même si on a plus de protons, la couche, en fait, elle reste toujours éloignée. Donc, pour le brome, plus on descend dans le tableau périodique, plus notre rayon atomique, il augmente. La dernière chose à retenir sur ce cours, sur le tableau périodique, c'est les exceptions à la règle de Kleschowski. Le chrome, par exemple, si on fait la décomposition électronique normale, on aurait 4s2, 3d4. Eh bien, le chrome, lui, ça va pas être ça. Il va se transformer en 4s1 et 3d5. Il fait ça pour se stabiliser, et c'est une exception qu'il faut absolument connaître. La décomposition électronique du chrome, c'est 4s1, 3d5. C'est similaire pour le cuivre. Le cuivre, normalement, ce serait 4s2, 3d9. Eh bien, le cuivre, lui, va devenir 4s1, 3d10. Et ces deux exceptions-là, majoritairement, elles tombent quasiment chaque année. L'argent, c'est similaire. Il va enlever un électron de la sous-couche S pour la donner à la sous-couche D. Et encore une fois, pareil, pour l'or, on va enlever un électron de la sous-couche S pour donner à la sous-couche D. Si vous voyez dans le cours, dès qu'on a des électrons à retirer, par exemple, admettons qu'on aurait ici je mets le CU+, eh bien, le CU+, c'est ici, ça va pas être 3D4. Ça va d'abord être l'électron ici qui va sauter. Donc retenez bien, c'est d'abord les électrons des sous-couches S pour ces éléments-là qui vont disparaître avant les électrons des sous-couches D. Voilà pour cette vidéo court. N'hésitez pas à utiliser le forum si vous avez des questions.